Hop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, après, je vais laisser la parole à Aurélien pour nous parler du game design, nous parler du webinaire suivant. On va enregistrer aussi, voilà. Et puis, bon webinaire à toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas à interagir dans le chat aussi. Voilà, je te passe la balle. Ok, je prends la balle au bon. Merci Mickaël. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, merci pour l'invitation déjà, Mickaël, pour qu'on puisse discuter un petit peu de game design ce soir en répondant à la grande question, c'est quoi le game design? Question assez vaste. Et en préparant ce webinaire, je me suis dit que j'allais mettre un petit 5% à peu près de ce que c'est que le game design dans cette présentation parce que c'est un sujet qui est très très vaste. Pour l'intégralité du webinaire, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. J'essaierai de les regarder autant que faire se peut. Là, on attend que effectivement, tout le monde arrive, que le chat se calme un petit peu peut-être, même si je vous invite toujours à vous présenter. Et puis, j'essaierai de lire les questions et Mickaël m'aidera à ce sujet également. Euh, donc, concernant une petite présentation rapide, je m'appelle Aurélien Lepont Dali, je suis concepteur de jeux depuis pas mal d'années maintenant, depuis une petite dizaine d'années globalement, avec une spécialisation dans les jeux physiques, les jeux de société, les escape games, les jeux de rôle, ce genre de choses. Comment ça se traduit? Donc, j'ai travaillé un peu dans le jeu vidéo il y a un certain nombre d'années. Et j'ai créé en fait un outil qui s'appelle les Mechanic Arts que j'ai expérimenté dans un tour d'Europe d'ateliers de création de jeux de société parce que je voulais voir comment est-ce qu'on crée des jeux dans différents pays européens. C'était fin 2014 j'ai tiré de ce voyage une certitude que la création de jeux ça pouvait intéresser des gens de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses de la création et donc j'ai monté Prismatic qui est une société coopérative depuis 2015 spécialisée dans la création de jeux physiques pédagogiques sur mesure. Euh, et à côté de ça, donc à côté de Prismatic, qui est donc une société que j'ai co-créée sur laquelle je suis encore salarié, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle J'ai des questions, vous pouvez la voir là sur le diapo, qui est une chaîne qui parle de vulgarisation du game design, justement. J'ai pas mis de vidéo depuis un certain temps parce que j'ai pris pas mal de choses, hein, c'est des cycles comme ça qui arrivent, mais j'en mettrai à partir de mars probablement, et l'idée c'est que je réponde à des questions de game design un peu près. Je sais toujours pas ce que c'est que le game design, mais en tout cas, j'y réponds sur cette chaîne. Peut-être pour vous, très rapidement, pour vous dire pourquoi est-ce que je suis assez content d'animer ce webinaire. Donc, la première chose, c'est que j'ai une certaine envie de partage et j'ai la vocation, finalement, moi, j'aimerais participer à ma mesure, bien sûr, à plus de jeux meilleurs et par plus de monde et que finalement, la connaissance de la création de jeux, du game design, c'est quelque chose que j'aime partager pour que tout le monde puisse avoir des outils divers et variés et puis aussi avoir de quoi creuser plus loin dans sa pratique. Et puis parce que je suis fondamentalement persuadé que créer des jeux, c'est possible et c'est accessible pour tous et toutes. Mais par contre, qu'effectivement, ça demande un certain savoir-faire qui demande une certaine technicité et que du coup, je vais essayer de vous partager un petit peu aujourd'hui et on continuera. Un petit peu pas du tout publicité, pas du tout, un peu. Pour vous dire que j'animerai un autre webinaire avec feedback le jeudi 19 janvier, toujours à 18h30, cette fois sur les serious games. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un serious game, tout simplement. Et également, si vous êtes intéressé par le sujet de l'animation de temps de création de jeux de société, j'anime une formation donc le mardi 24 janvier sur un atelier Mechanic Art, c'est-à-dire en gros un atelier qui utilise cet outil de Mechanic Art pour s'initier à la création de jeux par la pratique. En gros, on prototype, on crée un jeu concrètement et ensuite on parle de comment animer un temps de création de jeu collectif. Donc ça, je vous invite à me contacter directement par mail si vous êtes intéressé par cette formation ou éventuellement par une autre date, puisqu'il est probable que j'en anime d'autres dans le futur. Voilà pour la petite présentation en ce qui me concerne. Je rappelle hein, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez vraiment pas à tout moment à poser des questions dans le chat pour favoriser l'interactivité. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis de toute façon, après le temps, on pourra aussi échanger sur le game design et tout ce que vous voudrez. Je vais commencer par décrire ce que n'est pas le game design. Le game design, ce n'est pas de la conception graphique. Ça, c'est quelque chose qu'on va me demander assez fréquemment. Je dis
à des personnes que je connais pas que je suis game designer, personne me dit ah bah, c'est super, tu dessines des jeux, tu es un game dessineur en fait en quelque sorte. Pour le coup non, le game design c'est pas de la conception graphique. Par contre la conception graphique est un outil qui peut aider au game design. Donc on élimine un petit peu ça. Le game design c'est pas dessiner des jeux. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? Ce n'est pas non plus de la programmation, parce que le game design, on peut se dire, ah, ok, tu ne dessines pas des jeux, bah, du coup, tu programmes des jeux, tu codes des jeux, c'est super. Bah, toujours pas. C'est-à-dire que, pareil, la programmation, bon, ça aide, alors surtout pour les jeux vidéo, bien sûr, évidemment, ça peut aussi aider pour des jeux de société, pour des questions d'équilibrage ou quoi. Mais de la programmation, le game design, ce n'est pas de la programmation. C'est une autre technique qui peut aider à faire du game design. Le game design, ce n'est pas avoir des idées. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer assez tôt dans les formations de création de jeux, notamment. On a un espèce de tropisme au début qui se dit, bah, moi, j'ai envie de faire des jeux et moi, je suis très fort pour avoir des idées. Donc, je veux être une personne qui a des idées de jeux. C'est super d'avoir des idées et c'est pour le coup, c'est une compétence qui est extrêmement utile pour le coup d'avoir des idées. C'est quelque chose de très large, hein, avoir des idées. Mais le game design, c'est pas juste avoir des idées. C'est-à-dire que des idées, en fait, tout le monde en a. Et notamment, quand on prend l'exemple du jeu vidéo, dans une équipe de création de jeux vidéo, les game designers ont des idées, les graphistes ont des idées, les programmeurs ont des idées, les chefs de projet ont des idées. Tout le monde a des idées. Les idées, c'est un avis sur un sujet, peut-être une solution, un problème quelconque ou quoi. Et nous, notre travail en game design, ça va pas juste d'avoir des idées. C'est toujours pas ce que c'est, hein. Euh, le game design, c'est pas de la gamification. Donc, il y a quelqu'un qui un jour a dit, on fait pas de jeu, on fait de la gamification, ça n'a rien à voir. La personne pourra se dénoncer peut-être plus tard dans le webinaire ou pas, on verra. La gamification et le game design, c'est deux objets qui sont différents. Donc, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant que je sois invité par Feedback, qui effectivement sont spécialisés dans la gamification. Ils le font d'ailleurs très bien. Voilà, me permet de mettre les gamificards qu'a priori vous connaissez toutes et tous vu que vous venez aussi par le feedback, qui est donc un outil pour mettre en place des pratiques de gamification. Mais la gamification, finalement, c'est l'utilisation de mécanismes tirés de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement. Et finalement, quand on utilise des mécanismes tirés de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement, on est sur quelque chose qui est aussi utile en fait en termes de game design. Parce que, en gros, utiliser un jeu pour augmenter l'engagement en jeu, bah, c'est pas mal parce qu'on veut que les gens jouent au jeu. Vous voyez, c'est un petit exercice intellectuel. Mais en tout cas, le game design et la gamification, c'est pas exactement la même chose non. Et une dernière chose que ça n'est pas, le game design, ce n'est pas du design thinking. Là, on commence à s'en rapprocher un peu plus. Le design thinking, c'est une manière assez résumée, c'est une méthodologie qui va s'inspirer de techniques de design pour pouvoir mettre en place des concepts, des projets divers et variés. Mais en fait, le game design, ça va plus loin finalement que le design thinking. Le design thinking, c'est une petite partie finalement du design et donc il n'y a pas d'équivalence stricte en quelque sorte. Après, c'est intéressant de voir en fait ce qui se passe en design thinking pour essayer de faire des ponts entre les disciplines très clairement. Donc voilà. Hop. Avant de répondre à la question qu'est-ce que le game design, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et pendant mes formations initiales, j'ai mis un certain temps à comprendre que le game design, c'était avant tout du design. Ça paraît, ça paraît bête hein, en le disant, bien sûr, mais avant tout, en tant que game designer, je suis un designer. Et un designer, alors j'aime bien cette formulation qui, pour le coup, est inspirée directement retrouve sur Wikipédia, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et en gros, un designer, c'est quelqu'un qui va concevoir effectivement des objets, des produits, des lieux, des messages, pour maintenir ou accroître l'habitabilité du monde. Et j'aime vraiment beaucoup cette définition parce qu'il y a une notion qui est celle de pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on conçoit quelque chose? Quel est notre objectif? Et notre objectif, c'est de participer quelque part, selon cette définition que je partage largement, à une notion de bien commun. C'est-à-dire, on fait quelque chose pour un objectif qu'on considère intéressant, utile et pour rendre le monde quelque part plus habitable au sens très large de l'habitabilité. C'est-à-dire, notre place dans le monde est mieux assurée grâce au design quelque part. Donc, ça, il y a une vocation presque un peu militante que je trouve assez intéressante. Et alors, justement, là-dessus, je vais peut-être vous proposer un petit exercice extrêmement simple et interactif. On va designer une bouilloire.
Voilà, on va faire du bouilloire design ce soir. On va pas faire de game design, on va faire du bouilloire design. Et je vais vous inviter tous et toutes à me taper dans le chat euh, un paramètre qui vous vient en considération, qui vous vient à l'esprit, quand je vous dis qu'on va designer une bouilloire. À quoi vous pensez? À quel paramètre vous pensez? Ou qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Vous voyez, solidité, donc donner la bonne température, un bec verseur, un thermostat, chauffer de l'eau, oui, c'est vrai, une utilité, des matériaux, de la sécurité, de la vapeur, protection de la chaleur, un socle, ergonomie, réparabilité. Waouh, c'est le bruit de l'eau, le bruit quand l'eau a fini de bouillir sans avoir besoin de regarder l'intérieur. Tea time. Donc, vous voyez, les réponses sont très, très vastes. Donc, ça, c'est effectivement hyper intéressant. Alors, je vais juste me permettre de répondre aux questions qui ont été posées, notamment, donc, l'atelier mécanique art est-il à distance ou présentiel, uniquement présentiel? Et voir comment les deux fonctionnent ensemble, design thinking et game design. Ben, justement, on va voir un petit peu ça. Donc, même, merci pour vos réponses. Effectivement, c'est très hétéroclite. Vous pourrez regarder le chat pour voir un petit peu ce qui était dit. Et quelque part, bah, en fait, c'est un peu il y a plein de choses hein, qui sont mises en considération. Et vous voyez que designer une bouilloire, quand on a cette idée en tête, on peut aboutir à des résultats qui sont très différents. Euh, il y a plein de types de bouilloires qui existent. Alors, des bouilloires Google Images Proof ou des bouilloires imaginaires imaginés par une IA de création graphique et donc tiré du réel aussi, bien sûr. Et vous voyez que quelque part, quand on design une bouilloire, on doit prendre en compte un certain nombre de paramètres qui vont avoir des objectifs qui vont être précis. Et quelque part, là, on commence à toucher un petit peu à ce que c'est que le design. Le design, c'est d'utiliser donc des paramètres, des variables et de réfléchir à un certain nombre de choses pour, in fine, aboutir à un objet quelconque qui va répondre à des objectifs et qui va répondre à des objectifs pour, notamment pour des cibles en particulier. Et si on prend l'exemple de la bouilloire, si on dit design une bouilloire, bah, en fait, on va pas designer une bouilloire de la même manière. Si on la design pour une personne qui habite toute seule, qui vit par exemple, qui est nomade et qui vit en camping-car, ou pour quelqu'un qui est membre d'une famille de 4, 5, 6 personnes, et où tout le monde petit déjeune en même temps le matin. Hein, vous voyez que globalement, dans un cas, on veut quelque chose qui soit facile à transporter, qui soit petit, c'est-à-dire qu'on veut une petite contenance. On veut pourquoi pas avoir quelque chose qui soit de basse consommation, qui essaye de réduire la consommation. De l'autre, on veut quelque chose qui soit assez grand, qui ait une notion de sécurité. Parce que si on considère que c'est une famille avec des enfants, bah, on veut que la bouilloire, typiquement, quand on minimise les risques de se brûler au maximum. Euh, voilà, donc on veut avoir un bec verseur où on n'a vraiment aucune chance de se brûler, tout ce genre de choses. Et vous voyez, le design, en fait, on va vraiment concevoir quelque chose qui va répondre à des besoins et à des attentes d'une cible dans un contexte et un particulier et pour un usage particulier. Et donc, c'est pour ça que finalement, le design, c'est pas juste avoir des idées, c'est essayer de mettre en forme un certain nombre de choses pour un certain nombre de paramètres pour aboutir à un objectif précis. On va voir comment est-ce qu'on applique le design justement au game design. Vous voyez qu'il y a quand même des notions qui vont se rejoindre assez vite. Pour ça, ben, moi, j'ai envie de dire, si on fait designer une bouilloire, on fait designer un jeu. OK, mais qu'est-ce qu'un jeu? Donc, quelques petites définitions très rapides. Un jeu, donc, c'est la notion de qu'est-ce qu'un jeu est une notion qui intéresse énormément de gens depuis très longtemps. Donc, vous voyez, Johan Huizinga dans Homo Ludens en 1938 qui donne une définition assez large, une action, activité volontaire, etc. Et puis, des définitions un peu plus empiriques ou peut-être un petit peu provocantes, comme Sid Meier dans les années 80, qui dit qu'un jeu est une succession de choix intéressants. Moi, j'aime bien cette définition, elle a plein de problèmes, mais c'est ça pour dire que la notion de jeu, elle est aussi très... il y a un sujet qui est la définition du jeu et qui n'est pas du tout trivial. On va quand même considérer qu'on a une bonne vision commune de ce qu'est un jeu. Et donc, à partir de ce postulat-là, le game design, c'est d'appliquer le design à la création d'un jeu. Donc, c'est vraiment de créer une expérience, parce que quand on joue à un jeu, on va vivre une expérience spécifique au jeu. On va vraiment analyser un contexte, qui c'est qui va utiliser ce jeu, pourquoi, quand, comment. Et puis, on va utiliser des outils qui permettent de répondre à des questions complexes, c'est-à-dire le jeu, comment est-ce que on fait pour qu'il justement réponde à ce contexte, à ce cadre d'usage. Ça, on va utiliser des outils d'une boîte à outils qu'on va voir un petit peu aujourd'hui.
Une autre manière de définir le game design, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me permet de faire des ponts avec ma pratique. C'est tiré d'un article qui s'appelle The Door Problem, donc de Liz England, qui est game designer à Ubisoft, qui elle décrit le design, le game design en disant, bah, ça va être de répondre à plein de questions. Et par exemple, en tant que game designer, moi, je vais me poser des questions sur les portes dans mon jeu vidéo. Et je vais me poser un tas de questions. Je vais me demander, est-ce qu'il y a des portes dans mon jeu? Est-ce que le joueur peut les ouvrir? Est-ce qu'on peut toutes les ouvrir? Etc., etc. Et vous voyez que dans cet exemple, il y a vraiment dans cet article, il y a une quinzaine d'exemples à la suite. Et c'est là qu'on retrouve cette notion de on va se poser des questions, on va essayer de trouver des solutions à des problèmes, mais ces problèmes, on va bien les poser. Et ces problèmes, on va se dire, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions? Parce qu'on a envie de on a envie de créer une expérience, on veut créer un jeu qui fasse vivre un sentiment, par exemple, d'oppression, donc quelque chose dans des couloirs. Bah, selon ce contexte-là, bah, les portes, peut-être qu'elles ne seront pas toutes ouvrables, peut-être qu'il va y avoir des contraintes de cadenas ou des choses comme ça. Le game design, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tout le monde peut créer un jeu, c'est ce que je disais en introduction, mais que le fait d'utiliser le game design, qui est donc cette technique, cette philosophie, ce corps de métier, ça permet de créer des jeux qui vont être plus pertinents et aussi d'être plus efficaces dans ta démarche, puisqu'on va pouvoir faire plus rapidement et peut-être en se posant les bonnes questions plus rapidement et pas foncer tête baissée par exemple, dans du prototypage sans se poser de questions, en disant, bah là, tiens, je vais mettre des dés parce que j'aime bien les dés. Bon, ça c'est pas vraiment du design puisque j'aime bien, c'est pas quelque chose qui est pertinent vu qu'on va créer les jeux pour d'autres personnes. Et donc, c'est effectivement essayer d'aller vers quelque chose qui va être plus efficace. Très rapidement, l'histoire du game design, donc j'aime à dire que c'est une discipline récente pour un médium assez ancestral, vu que les premiers jeux, ben, on retrouve notamment le Sénet dans les tombeaux égyptiens, supposément aux alentours de moins 3100, mais c'est pas très clair. Je parle aussi un petit peu du jeu de Go ici. Et vous voyez que finalement, le jeu, c'est un médium qui a beaucoup évolué au fil des années, en tout cas qui a pris des formes diverses et variées. Et le game design, finalement, en tant que discipline formelle, c'est quelque chose qui est assez récent vu que on retrouve de la documentation diverses et variées sur le sujet depuis globalement les années 80 à peu près. Et cette documentation, elle a vraiment beaucoup augmenté au début du 21e siècle, hein, même dans les années 90, c'était encore assez difficile de trouver des ressources sur le sujet. Pour essayer de zoomer un petit peu sur le game design, donc cette application du design au jeu, moi j'aime bien parler de l'industrie du jeu vidéo parce que il y a une décomposition qui est bien nécessaire pour pouvoir essayer de se demander bah, de quoi on a besoin pour créer notre jeu, à quel moment. Donc, vous voyez, ça, c'est une petite infographie que j'ai tirée du site hitmarker.net où on va retrouver sous l'égide du game design un certain nombre de choses, donc notamment du level design, donc de la conception des niveaux du jeu, de la narrative design, donc c'est vraiment ce qui est qu'est-ce que le jeu va raconter au sens très large. Vous voyez que là, dans le game design, on inclut le UX design. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense qu'on pourrait discuter très largement cette sous-décomposition. Je suis personnellement pas extrêmement d'accord avec, mais en tout cas, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est vraiment le côté le game design, ça va se décomposer puisqu'on peut pas juste recruter un ou une game designer pour faire quelque chose de très générique dans un gros jeu vidéo, puisqu'il y a une question Oui, de savoir-faire, il y a une question de type de métier, et puis il y a une question aussi de temps nécessaire pour faire tout ça. Si vous prenez un gros jeu vidéo comme Assassin's Creed, par exemple, vous imaginez bien qu'une personne ne peut pas bah, concevoir toutes les quêtes, concevoir le système de combat, concevoir les systèmes de craft. Bon, c'est pas, et qu'est-ce que le jeu raconte en plus, c'est pas possible. Moi, je vais faire un focus sur trois disciplines en particulier. Alors, pourquoi ce choix de discipline? Parce que je suis dans une position un peu hybride où finalement, je parle de game design de manière assez générique, mais ma spécialisation va plutôt être dans le jeu physique. Et donc, du coup, comme aussi, je pense vous êtes assez nombreux et nombreuses à venir aussi pour cette raison. Je vais faire un petit focus en particulier là-dessus. Donc, il y a trois disciplines que moi, je vais considérer particulièrement. C'est la conception de systèmes de jeu et en fait concevoir les différentes interactions, comment est-ce qu'on interagit avec le jeu et comment on interagit entre nous dans le cadre du jeu. Le narrative design qui va être la création pas d'un univers, d'un contexte, de personnages, d'un scénario aussi. C'est pas juste l'écriture du scénario, ça va aussi être de dire
comment est-ce que je peux faire pour que le jeu soit cohérent en tant que tel et que, bah, vous voyez, là, dans l'exemple du Cluedo, qui est un peu le fil rouge ici, comment est-ce que je peux faire pour faire vivre finalement cette notion d'enquête? Qu'est-ce que je raconte dans le jeu concrètement? Et le level design, alors, c'est très marginal dans le cadre du jeu physique en tant que tel, c'est plutôt du jeu vidéo. Mais c'est une discipline que je trouve intéressante à citer parce que elle est souvent un peu absente du discours sur le game design, parce qu'on distingue un peu trop les deux dans certains cadres, pas tous. Bah, ça va être le fait de créer les niveaux du jeu et de les créer selon, pareil, une conception vraiment rationnelle en se posant les bonnes questions. Comment faire pour bien rythmer les interactions, créer une progression et faire en sorte qu'au fur et à mesure du niveau, on ressente des choses différentes et qu'on sente un challenge qui va augmenter, par exemple, des choses comme ça. Je regarde juste le chat pour voir s'il y a des questions. Non, c'est bon. Alors, pour encore zoomer un petit peu plus sur la conception de système dans un jeu de société. Donc, JDS, c'est jeu de société. Les choses qu'on va prendre en considération quand on va créer un jeu de société en général, ça va être des concepts comme par exemple le déroulement. C'est quoi? Donc, ce que j'appelle ici la macrostructure du jeu, ça va être globalement les grandes phases de jeu, c'est-à-dire le portrait robot d'un tour de jeu. Il y a un certain, j'ai vu Terra Mystica qui était passé notamment dans les jeux préférés. C'est intéressant de voir ça. Vous voyez qu'un tour de Terra Mystica, c'est quelque chose qui est assez long déjà, et puis assez cadré, c'est-à-dire qu'on va avoir des typologies d'action assez précises, et donc c'est vraiment concevoir cette macrostructure. Les interactions, c'est comment les éléments du système interagissent entre eux. Donc, c'est se dire, bah, concrètement, je sais pas, je lance un dé, pour reprendre l'exemple du Cluedo, je lance un dé, bah, je prends un objet qui est un pion et je vais le déplacer de tant de cases, qui correspond au résultat du dé. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir faire ça avec tous les éléments du système qui est donc le jeu. Comment est-ce que les différents objets matériels interagissent entre eux? Qu'est-ce que je peux faire avec les autres joueurs, par exemple, ce genre de choses. Il y a plein d'autres choses, hein. Les features, dans le jeu de société, pour moi, vraiment les toutes micro-règles. C'est pas la macro-structure, mais ça va être savoir qu'il y a aux exceptions. デジタルのナビの忘れ物のないようご注意ください。Alors, il y a quelqu'un qui a activé son micro et qui est probablement dans le métro. Je vous invite à désactiver les micros. Voilà, donc il y a un certain nombre effectivement de sous-disciplines qu'on va utiliser. Il y en a une que moi j'aime bien, qui est celle du game feel. Parce que finalement, là, je vous parle de choses qui sont très structurantes, très rationnelles, c'est-à-dire vraiment cette notion on va se poser les bonnes questions pour des objectifs définis. Moi, le design, hein, je le vois presque comme en partie comme une mise en équation, parce que j'ai un background mathématique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment cette notion de comment est-ce que je fais pour utiliser tout ce qui est à ma disposition pour faire ressentir quelque chose de chouette, là, quand on boucle sur l'expérience. Et notamment, le game feel, bah, c'est qu'est-ce qu'on ressent avec le jeu en main. Et là, si vous prenez par exemple le poker, il a un objet qui est extrêmement puissant, ce sont les jetons de poker. Et en fait, quand on est en train de jouer au poker avec des jetons, bah, en fait, on a ce petit truc où on joue avec les jetons de poker, c'est très satisfaisant, ça fait un bruit particulier, c'est un poids qui est assez spécifique, c'est assez lourd finalement, un jeton de poker. Et ça participe au feeling et à vraiment ce côté presque haptique qu'on peut avoir vraiment qui est après au toucher qu'on va voir dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu trop écarté quand on est dans de l'abstraction, alors que pourtant, c'est un vrai intérêt aussi à considérer. J'ai perdu le focus. Voilà. Pour ça, je vais zapper. Alors, quelques petits concepts de game design un peu génériques pour vous donner aussi des éléments sémantiques. Alors, pourquoi est-ce que je pars sur ça, ce côté presque un peu encyclopédique? Parce que si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans le game design, c'est intéressant d'avoir quelques grands concepts qui sont utilisés parce qu'on va utiliser un peu de mots-clés. Alors, je ne vais pas dire jargon, mais en tout cas, ça permet d'aller chercher des articles, des ressources diverses et variées sur du game design, surtout le jeu vidéo, parce que c'est là qu'il y a une foison énorme de contenu. Là où dans le jeu physique, il y a du contenu, mais c'est un peu plus sporadique. Vous allez voir un peu plus tard, j'ai une bibliographie qui est en cours de conception, mais j'y reviendrai. Donc, un des éléments clés, on en a déjà parlé, c'est vraiment cette notion d'expérience et cette notion de qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi les ressentis qu'on va avoir et qu'est-ce qu'on garde en fait de la partie du jeu qu'on a fait. Et donc, en tant que designer, on va vraiment concevoir quelque chose pour faire vivre une expérience en particulier.
Et donc, ça va être une ligne directrice de design avec des outils que je vais pas là citer ici, mais comme les piliers de design ou des choses comme ça. Le système MDA aussi, qui est un système de conceptualisation d'expérience qui est un peu plus avancé. Mais en gros, tout ça pour dire que c'est un focus important en game design. On va parler de l'engagement. Donc là, je reboucle sur feedback, hein, c'est quand même miraculeux. Parce que bah, vous voyez que la roue de l'engagement qui est ici utilisée en gamification par feedback, hein, qui a été créé par Alexandre, tu vois, c'est une manière de modéliser quelque chose qui est important, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient engagés dans une action. Et quand on crée un jeu, on a envie que les gens soient engagés dans le jeu aussi, parce que quand on crée un jeu, c'est pour que les gens y jouent. Et on veut que les gens puissent vraiment avoir quelque chose vivre quelque chose de fort dans le jeu. Et pour ça, c'est vrai que créer de l'engagement, c'est intéressant. On peut aussi parler parfois d'immersion, mais alors l'immersion, c'est quelque chose d'assez controversé dans le monde du game design parce que on considère cette notion comme étant assez imprécise en tant que telle et on préfère essayer d'appuyer sur des concepts un peu plus concrets. C'est-à-dire que l'immersion, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'un jeu soit immersif, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire et on ne sait surtout pas comment l'atteindre. Du coup, engager les joueurs et les joueuses en donnant des motivations, c'est quelque chose qui va être finalement plus immédiat et plus pragmatique. Alors là, les signes et feedback, c'est quelque chose qui est vraiment plus tiré du jeu vidéo. Donc là, vous voyez que on est en présence d'une image qui provoque probablement de l'effroi chez certaines personnes qui ont vécu des parties de Uno qui sont passées comme ça. Et globalement, c'est de donner des indications aux joueurs et aux joueuses sur qu'est-ce que mes objets de jeu vont faire concrètement et comment est-ce que je peux faire pour avoir un retour qui me confirme ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez la carte +4 de Uno. On pourrait très bien ne pas mettre de +4. Par contre, en termes de signes, on serait sur quelque chose de beaucoup moins clair parce qu'on comprendrait pas que +4, c'est on donne 4 cartes. Et là, on a choisi de renforcer ce signe en disant on met un +4 dans un coin et on met 4 cartes au milieu parce que vraiment, c'est le nombre 4 qui est important ici. C'est on donne des 4 cartes. Il y a une autre raison qui est liée aux couleurs, mais en tout cas, on a vraiment cette notion de nombre pour qu'on comprenne immédiatement ce que fait la carte. Et clac, je mets 4 cartes dans la tête. Donc, le feedback, c'est, bah, OK, je me prends ça, je pioche 4 cartes dans un feedback immédiat de je ne suis pas bien parti, vu que le but du jeu, c'est d'avoir plus de cartes. Et là, je m'en prends 4 de plus. Et ça permet de guider, en fait, la joueur, la joueuse dans son usage concret, puisque bah, si on a un jeu qui est abstrait et incompréhensible, et c'est dur de rentrer dedans. Donc, alors, pareil, donc là, tout à l'heure, on parlait de game design. Dedans, dans l'image de Hitmarker, il y avait l'UX. Dans l'UX, il y a l'UR. Donc, tout ça, c'est des choses où ça me prendrait un webinaire complet pour parler du lien entre le game design, l'UX design et l'UR design. Donc, il y a des UX designers dans la salle qui ont l'impression que je mélange un peu tout. Je présente mes excuses les plus plates. C'est pas l'objectif, c'est pour aller au point. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que la notion de compréhension de l'utilisateur-utilisatrice est fondamentale en game design, dans tous les cas, puisque bah, tout simplement, on conçoit encore une fois des jeux pour des gens et comprendre pour les envies, comprendre le profil des personnes qu'on va viser est hyper important pour essayer de créer quelque chose qui soit pertinent au maximum. Donc, le truc le plus immédiat qu'on va avoir en considération, par exemple, c'est l'âge. Donc, se dire, bah, quand on crée quelque chose pour un enfant de 8 ans, qu'est-ce que ça veut dire créer quelque chose pour un enfant de 8 ans? Bon, bah, du coup, on va essayer de créer peut-être un profil d'un enfant de 8 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans aime? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et ça va donner des contraintes sur la conception du jeu qui vont être hyper importantes, puisque je viens de voir la question, je vais répondre juste après, puisque bah, là, tout simplement, c'est très important. L'affordance. Alors, l'affordance, c'est plutôt lié au concept précédent. Donc, la question du chat, hein, je la répète pour l'enregistrement, c'est que est-ce qu'on peut parler d'affordance? L'affordance, globalement, ça va plutôt avoir trait à la notion de signe. C'est-à-dire qu'en fait, l'affordance est considéré, c'est lié la forme d'un objet avec son usage. Donc, pour prendre un exemple, une tasse. Est-ce qu'on voit la tasse? Je ne sais pas. Moi, je ne me vois plus. Oui, on voit la tasse. Une tasse, par exemple, c'est un objet qui a une certaine affordance, puisqu'on a une poignée ici qui va inciter à pouvoir la tenir avec 2 doigts ici. Donc, quelque part, l'usage de la poignée de la tasse qui correspond à être quelque chose qui nous permet de tenir la tasse sans se brûler, donc notamment si on imagine que la tasse, là, était en fer ou qu'il y avait de l'eau très chaude dedans. Bon, là, c'est de l'eau froide. Bah, du coup, le fait d'avoir une poignée extérieure, c'est pratique parce que ça permet de prendre la tasse sans se brûler. Et bah, du coup, la poignée de la tasse
doit inviter une main à pouvoir se mettre dedans pour qu'on comprenne cet usage juste en voyant la forme. Ce qu'on va souvent citer, c'est aussi la poignée de portée. Un exemple que je trouve assez intéressant, si vous êtes déjà allé à Paris et que vous avez déjà pris le métro, c'est cette mystérieuse poignée de métro qui consiste à faire un mouvement elliptique inversé concave. Bon, clairement, c'est pas un objet qui est très invitant, alors que le gros bouton vert carré en relief, il invite finalement quelque part à appuyer dessus. Donc l'affordance de ce bouton est très réussie, alors que l'affordance de la manivelle concave, bon, c'est plus discutable. Un autre petit concept en termes de game design, alors ça c'est vraiment quelque chose de plus concret. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le processus du game design. On parle dans une vidéo. Mais j'ai tendance à dire, alors là on retrouve peut-être un peu bizarrement d'ailleurs le concept de design thinking qui consiste à avoir justement cette notion de définition, idéation, etc. Mais c'est un concept en fait qui est assez utile pour définir les cycles de production d'un jeu. Et on va avoir d'autres éléments puisqu'on va implémenter dans tout ça vraiment de la connaissance de l'utilisateur, etc. Machin. Mais pour essayer de simplifier un petit peu, quand on crée un jeu, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, voilà, on définit qu'est-ce qu'on veut faire pendant ce cycle. On a une phase où on va essayer d'avoir un certain nombre, juste pour le coup, d'idées diverses et variées sur notre objectif. Donc, par exemple, là, j'ai déjà un jeu qui a déjà tourné, il a déjà fait 8-10 tests, c'est chouette, mais par contre, j'ai l'impression qu'au milieu de la partie, les gens, ils se lassent un petit peu du jeu et qu'il y a un rythme qui est baissant. OK. Comment est-ce que je peux faire pour monter le rythme au milieu de la partie? Alors, l'idée, ça pourrait être, par exemple, en fait, on pourrait mettre on pourrait mettre une jauge typiquement de progression où quand on est au tour 4, on va avoir un événement spécifique qui va se déclencher et qui va créer du chaos et qui va faire qu'en fait, on va devoir repenser sa stratégie autrement, blablabla. Donc ça, on peut avoir des idées diverses et variées, on les formalise, on les prototype, on les teste auprès d'un public et ensuite, à partir de ça, on voit les conclusions et on fait une nouvelle version. Je vais accélérer un tout petit peu pour terminer à l'heure. En ce qui concerne les spécificités du jeu de société, donc parce que là, j'ai parlé de choses très génériques. Maintenant, si on fait un zoom sur le jeu physique, il y a quelques particularités spécifiques à ce médium-là. Notamment, j'ai l'impression qu'un jeu de société, c'est beaucoup plus souvent une conception qui va être top-down. Ce que je veux dire, c'est que il est difficile de créer un jeu de société, de le prototyper et de le faire tester si on n'a pas un jeu qui a un début, un milieu, une fin, des interactions, des règles. Et en gros, on a besoin d'assembler plein de choses préalablement pour réussir à créer le jeu de société. Là où finalement, dans la conception de jeux vidéo ou d'escape game, du reste, on peut très bien imaginer créer des petites briquettes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle bottom-up. Je crée un personnage qui se déplace. Ah, c'est chouette, le personnage, il se déplace. Ah, il glisse. OK, on a une bonne sensation, on a un bon feeling. Et on peut faire des choses juste avec un personnage qui se déplace si on veut faire un jeu de plateforme très complexe. Et en fait, on peut faire des choses sur ce micro-personnage, cette micro-feature quelque part. Alors qu'en jeu de société, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a besoin d'avoir un premier système et de d'éprouver ce système et de se dire, voilà, qu'est-ce qui marche pas, et de l'affiner au fur et à mesure. En gros, le jeu de société, on prend un gros bloc de glaise et en fait, on va réussir à déjà faire un premier contour qu'on va affiner, alors que en escape game, puisqu'on crée des énigmes ou en jeu vidéo, on peut, c'est pas nécessaire, mais on peut effectivement créer plein de briquettes et créer notre mur au fur et à mesure, notre bâtiment. Les tests, alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les tests, c'est vraiment très important dans le game design, puisque, encore une fois, on design quelque chose, donc on crée quelque chose pour des utilisateurs et utilisatrices, donc on veut que ça soit des gens, des joueurs, des joueuses qui prennent en main le jeu. Donc, il est hyper important de savoir si le jeu correspond vraiment, en fait, aux joueurs ou aux joueuses. Donc, on a besoin de le faire tester à des gens. On a besoin de le faire tester aussi à des publics qui correspondent au cœur de cible. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le test, je vous invite à aller la voir. Mais donc, sur un test de jeu de société, c'est difficile de faire tester un petit bout du jeu. Genre, on va juste faire un tour de jeu. Enfin, si, ça, à la limite, ça peut un peu marcher, mais ça sera limité. Mais on ne peut pas juste faire un milieu de partie, par exemple. Enfin, ça demande en tout cas que les gens comprennent le système en amont. Vous voyez? Donc, on peut imaginer avoir des poules de testeurs, testeuses qui connaissent déjà le jeu et on leur dit, OK, tu es en milieu de partie, voilà ta situation, on a mis en place un truc et tout, mais c'est quand même moins immédiat. Donc, en méthodologie, ça change un petit peu la donne.
Alors, pareil, sur cette notion d'investissement initial, c'est la notion de tutoriel et complexité. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran du jeu vidéo Root, qui est tiré du jeu de société éponyme Root, qui est un jeu de société tout à fait intéressant et pertinent, mais qui est très gros et qui propose quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que on va jouer des factions, et chaque faction, on est des animaux dans la forêt, on se bagarre et tout, et en fait, chaque faction va avoir une façon de jouer, un gameplay qui va être vraiment très différent, mais genre vraiment, vraiment, quoi. Et donc, c'est vrai que pour intégrer Root, il faut intégrer toutes les factions pour vraiment comprendre tout ce qui se passe. Ça prend un certain temps. Et en fait, on n'a pas accès à cette notion très forte dans le jeu vidéo qui est celle de tutoriel pour pouvoir prendre en main le jeu de manière graduelle. Certains jeux de société le font, c'est-à-dire en fait vont proposer des parties d'initiation, vont proposer des configurations de jeu initiales pour première partie. Mais il faut quand même comprendre une grosse partie du système pour pouvoir réussir à jouer au jeu. Et donc, il y a vraiment, je vous ai parlé du poker tout à l'heure, donc je vais y revenir très succinctement, mais dans le jeu vidéo, il y a une super vidéo qui existe sur le Juice, on appelle le Juice, le game feel du jeu vidéo, ça s'appelle, c'est Grapefruit, je crois, qui a fait ça, bon, peu importe, mais c'est le Juice dans le jeu vidéo, et c'est deux développeurs qui font un casse-brique et rendent le casse-brique super rigolo, il y a plein de feedback, enfin, très il y a un gros feeling, quoi. Il y a des feedbacks dans tous les sens. La caméra, elle bouge, les briques, elles rebondissent un peu. Enfin, et donc, tout ça, on peut donner un peu des bonbons visuels et auditifs. Alors que dans un jeu de société, c'est plus compliqué. Mais par contre, on est sur de l'haptique, on est sur du toucher. Et là, c'est vrai que c'est plus spécifique au jeu de société. Donc, il faut penser le game feel de manière différente. Voilà, pour terminer cette présentation, je vous propose donc, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez de ce QR code et le scanner après. J'aurais dû mettre le lien. Vous pourrez le retrouver a posteriori, je pense. C'est une ressource évolutive que je suis en train de concevoir. Ça va me prendre du temps pour le faire correctement, mais en gros, c'est une page Notion, donc site web de Notion si vous connaissez, mais qui liste de la bibliographie sur le game design avec des entrées qui sont est-ce que c'est un jeu de société, est-ce que c'est pour le jeu physique, est-ce que c'est en français, est-ce que c'est en anglais, est-ce que machin, est-ce que donc voilà, on est effectivement sur quelque chose que j'essaye de faire évoluer, que ça aide à alimenter au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à regarder, c'est évidemment sur Notion et qu'elle est disponible si vous voulez aller plus loin. Voilà, je mets des chaînes vidéo et tout, etc. Et oui, effectivement, Telpan Azul, c'est un super exemple de super game feel avec ces tuiles un peu épaisses, très jolies, très colorées. On est sur quelque chose de très, très chouette. Voilà pour cette présentation. Donc, j'espère que ça vous a plu et parlé. Il nous reste un gros quart d'heure de questions. Donc, si vous avez des retours, des feedbacks, des questions, des éclaircissements, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Waouh! Comment, alors merci Ludov, comment on équilibre un jeu? Est-ce qu'il y a des outils? Il y a des tonnes de variables dans le point de vue du héros, c'est très compliqué, etc. C'est une question extrêmement intéressante. Effectivement, j'en ai parlé sur une des slides. Tac, tac, tac. Effectivement, dans la conception de système, un des concepts forts, c'est celui d'équilibrage. Donc, comment on équilibre un jeu? Il y a deux manières de voir les choses. Il y a souvent deux manières de voir les choses en game design. Globalement, on est sur de l'application d'essais-erreurs et ou de l'utilisation d'outils, comme Adrien vient de le dire, effectivement, alors rational level design ou rational game design. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, c'est la notion de rational game ou level design, ça consiste à décomposer justement ça consiste à décomposer le jeu en justement les différents paramètres et essayer de voir comment est-ce qu'ils interagissent ensemble. Donc, dans le cadre de, effectivement, nombre de points de vie du héros, de l'ennemi à combat, d'expérience, etc., bah, on peut imaginer que typiquement, si on simule un combat à un moment T donné, si on veut que le combat dure un certain nombre de tours, par exemple 4 tours en soi, bah, ça veut dire que le nombre de dommages de dégâts par minute, enfin de dégâts par tour, pardon, du personnage doit être environ de temps. Et donc, ça permet d'avoir déjà une première mise en équation mathématique. On voit ça surtout dans les jeux de gestion de ressources où il y a souvent des systèmes un peu sous-jacents qui sont là, ou par exemple une carte d'une ville ou d'un truc comme ça qui va avoir tel bonus va coûter tant d'or et va y avoir un rapport entre les deux qui va pas forcément être linéaire.
c'est difficile sans avoir un exemple là très précis, mais vous voyez, il y a vraiment ce truc de soit on fait de l'essai-erreur en se disant, bon, bah là, je fais de l'observation empirique, je constate, parce que j'ai fait 10 parties, que statistiquement, les gens qui gagnent à mon jeu, c'est des gens qui prennent telle faction. Si on prend l'exemple de route, si on fait 10 parties, 20 parties, et qu'à chaque fois, c'est une faction en particulier qui gagne en soi, bah, on peut imaginer que la faction est trop puissante. Donc ça nous permet de faire de l'analyse par le test et la statistique. Et donc, une fois qu'on a fait cette analyse, bah, on peut aussi continuer à tâtonner un peu en se disant, bon, je sais, parce que j'ai l'analyse statistique, que cette faction est trop puissante, je vais donc essayer de toucher à une des variables, et puis je vais voir ce que ça donne. Sachant que si on touche à toutes les variables en même temps, on risque de faire complètement exploser le jeu, donc il faut faire gaffe à ça. Mais essayer de se dire, bah voilà, je tâtonne un peu en essayant de baisser un petit peu parce que je constate que c'est trop puissant, c'est souvent le plus efficace. Et après, effectivement, il y a quand même moyen d'utiliser des techniques de rational game design pour essayer de mettre l'ensemble en équation préalablement pour aider de la prise de décision. Donc, c'est les deux outils qui sont des méthodologies en fait qui existent. On trouve le temps d'équilibrer un jeu comme route. Bah, on prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de... Et oui, Alex, effectivement, la réponse est souvent, ça dépend. C'est assez rigolo. En plus, pour le coup, j'ai des origines normandes, donc c'est vrai que c'est mes réponses de Normand assez fréquemment. Quand on me demande quelque chose d'absolu sur un jeu, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou pas? Bah, la question, c'est ça dépend, c'est quoi les contextes. Voilà, donc ça, c'était sur la question de l'équilibrage. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques. Voilà. En attendant les questions, je peux aussi vous parler rapidement des formations pour pour faire du game design. Donc voilà. En gros, il y a des formations initiales qui existent, hein. Il y a des licences, des masters et des formations privées qui existent. Moi, je viens de formation publique, hein. J'ai fait une licence pro à Montpellier suivie d'un master à Angoulême qui s'appelle l'Engmin et voilà, qui enseigne le game design. Donc, il y a quelques formations publiques comme ça qui sont présentes. Sinon, beaucoup d'écoles privées en soi. La plupart sont très orientées jeux vidéo. Donc, souvent, il va y avoir des écoles de création de game design de jeux vidéo dont on sort et après, on se dit, tiens, en fait, je peux faire du jeu de société en transposant. Du coup, voilà, c'est un modèle de formation. Par contre, si vous avez fini votre formation initiale et que c'est compliqué pour vous de refaire 2 ans d'études, justement, d'où la bibliographie, il y a beaucoup d'auto-formation. Et sinon, il y a des gens qui animent des formations de game design. Donc, c'est typiquement mon cas, hein. Pour le coup, c'est pour ça que j'essaie de le faire. Je fais des formations de 2-3 jours pour essayer de donner un maximum de choses et d'aller plus loin. Mais c'est des formations qui ne sont pas encore tout à fait légion. Donc, il y a tout c'est pas forcément super facile de trouver ça. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi. Stéphane, combien de fois tu testes tes produits avant de valider? Alors, ça dépend. Non, plus sérieusement. Donc, j'en parle dans ma vidéo sur le test, mais en gros, ça dépend. Alors, merde, mince, j'ai encore dire ça dépend. Ça dépend du contexte. Par exemple, si c'est un jeu qui est à vocation commerciale, alors moi, je n'ai pas de jeu édité commercialement pour un certain nombre de raisons qui sortent un petit peu du scope de ce webinaire, mais c'est globalement un choix de ma part. Mais en gros, ce genre de jeu, ils sont testés des centaines de fois, mais selon des modalités qui vont être différentes en fonction du test. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 grands types de tests. Il y a les tests que j'appelle les tests mécaniques, qui sont des tests de est-ce que le jeu il marche tout simplement, est-ce qu'il n'est pas complètement pété, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font que le jeu ne peut pas faire une partie du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est des tests qu'on peut faire avec des publics amis, alliés, de gens qui sont proches de nous, en mode, bon, de toute façon, c'est pas la cible, c'est vrai, mais en fait, c'est pas l'objectif de voir si l'expérience correspond à la cible. Ce que je veux, c'est juste voir si le jeu il fonctionne, genre mécaniquement. Et donc ça, j'en fais jamais plus d'une dizaine. Souvent, je vais même en faire moins, 2, 3 à tout cas fait. C'est vraiment des tests OK, maintenant on a un truc exploitable. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont ce que j'appelle les tests un peu intermédiaires, avec des publics qui sont pas directement la cible, mais qui sont pas directement émotionnellement très, très connectés à moi. Alors, ça peut être des coworkers, ça peut être des collègues plus ou moins lointains, des prestataires ou quoi, des partenaires. Où là, typiquement, c'est des tests où on est avec un public relativement allié. Donc, ça va permettre aussi de se sécuriser un peu. Ça va permettre d'avoir des retours constructifs aussi en se disant, là, on peut peut-être faire du co-design ensemble. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on change? Mais c'est pas encore la cible. Et par contre, les tests avec la cible, c'est quand même les plus importants parce que encore une fois, c'est pour la cible qu'on crée le jeu, donc on a tout intérêt à faire ça.
Et là, bah, c'est vrai que ça va vraiment dépendre de mes conceptions. Nous, comme on est sur des conceptions qui sont aussi parfois des conceptions de game design B2B avec des délais qui peuvent être assez serrés, en gros, la réponse, c'est on ne fait pas autant de tests qu'on voudrait, mais on arrive à quelque chose qui est quand même satisfaisant. Là, on est de l'ordre de la dizaine ou quelque chose comme ça. Mais voilà, moi, j'encourage à en faire globalement le plus possible. Alors, waouh, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Alors, je vais commencer par la question de Valérie. Pas peu de formation en région. Il y en a. L'ENGMI que j'ai fait, c'est à Angoulême. Il y en a dans des grandes villes. Hein. Bon, après, il y en a un peu. Il y en a une à Carpentras, il y en a une à Narbonne, donc il y a c'est quand même une grande ville. Carpentras un peu moins. Il y en a un peu éparpillé par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est très ancré dans certaines villes et pas toutes. C'est-à-dire que typiquement, Angoulême est à ma connaissance, une beaucoup plus grosse ville autour de la création de jeux que Marseille, par exemple, parce que ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'il y a des formations en game design liées à la pédagogie, formation pour adultes que vous connaissez recommander? Bah, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que bah, donc, je vais recommander ma propre formation, évidemment. Mais c'est vrai que mes formations sont potentiellement orientées autour du serious game parce qu'il y a un enjeu là-dessus. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Je crois que c'est en train de se développer, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est encore un peu c'est assez sporadique pour le coup. Alors, au tac, 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 tac. C'est un peu différent la formation pédagogique. Oui, pour le coup, c'est autre chose. Alors, donc Toulouse, de mémoire, il y a Studio M Toulouse, entre autres, il y a d'autres formations qui existent, mais c'est des formations initiales, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Question plutôt sur la gamification, comment aller plus loin après la formation gratuite feedback, donc ça, je laisserai Mickaël. Ça a été répondu, c'est formidable. Ok, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut... Ah, bah, ça, j'aime bien cette question. Est-ce qu'on va partir du narrative design pour créer un jeu, imaginer l'histoire avant les interactions? Oui. Voilà, fin de la question. Non, mais globalement, moi, j'avais tendance à me dire quand je fais des ateliers mécanique art au début, je garde toujours un peu ce truc, qu'un point de départ pour créer un. Quand on est dans une démarche de créative de jeu, on va avoir donc cette notion d'expérience, de cible, etc. Mais ensuite, quand on dézoome un peu, très concrètement, il y a trois gros points de départ, à mon sens, qui sont la mécanique, la thématique et le matériel. Donc, la thématique, c'est l'histoire, c'est le narrative design. Moi, par exemple, il y a pas mal d'années, j'avais conçu un jeu je voulais parler de la Finlande, c'était mon objectif, une démarche plutôt créative que design, parce que je voulais parler d'eux, c'était pas forcément, enfin, je voulais faire vivre une expérience autour de la Finlande, mais j'avais pas fait le travail complet sur les cibles et tout. Et je me suis dit, bah, comment est-ce que je fais? Ah, bah, je vais partir de la thématique de la Finlande, et donc, ça m'a inspiré le fait de créer un jeu qui soit une compétition de sauna. Parce que le sauna, c'est un mot finnois, en fait, typiquement. On en apprend des choses dans ce webinaire. Et donc, typiquement, moi, je me suis dit, bah, je veux avant tout un jeu dans lequel on fait un battle de sauna. Comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, j'ai construit mes interactions autour de cette histoire. Donc, ça, c'est tout à fait possible et valide. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une technique qui est fréquemment utilisée. L'idée, c'est d'essayer de toute façon de lier tout ça. Alors, il y a des gens qui parlent vraiment de la mécanique, d'autres du matériel et qui essayent de tout mettre ensemble. Et on est sur des choses un peu différentes. Mais oui, c'est possible. De toute façon, la règle, hein, c'est qu'au final, si le jeu est réussi, peu importe la méthode qui a été mise en place, c'est un peu contradictoire parce que j'ai dit qu'il y avait plein d'outils et de méthodes qui existent, c'est vrai, mais en fait, tout le monde a un petit peu sa sensibilité, son point de départ, des choses comme ça. Et si on a notre point de départ, mais qu'on applique notre méthode de design en faisant attention aux utilisateurs, etc., bon, on est sur, on sait bien puisque le jeu au final fonctionne bien. Comment vivre du game design aujourd'hui? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est complexe comme question. Comment vivre du game design aujourd'hui? Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que il y a beaucoup de formations justement pro, comme je disais, privées qui proposent des formations de game design. Il y a beaucoup de gens qui sortent de ces formations et qui ne trouvent pas de boulot et qui font complètement autre chose. Là, j'ai quelqu'un qui a postulé pour donner des ordres de grandeur sur la partie le game design en tant que je suis embauché par une structure, typiquement dans le jeu vidéo, donc spécifique. Là, j'ai quelqu'un que je connais qui a été embauché comme game writer, donc voilà, narrative designer spécialisé en écriture, donc un truc assez spécifique à Ubisoft. Et il y avait 50 personnes qui ont postulé pour ce poste précis. Un autre exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui bosse pour une boîte de serious game, pour le coup, dans le Nord.
qui a ouvert un poste de game designer junior pour cette boîte. Et en l'espace de 2 jours, elle a eu une centaine de candidatures. C'est chaud. Voilà, ça c'est un peu ce qui est terrible là-dessus, c'est que trouver un poste de game design de game designer et en vivre, c'est soit on arrive à créer notre structure, notre formation, on arrive à trouver le marché, on fait quelque chose de spécifique, notamment parce que moi je fais du game design de jeux physiques, B2B, pédagogique, donc on est sur un truc assez spécifique, mais où il y a quand même de la concurrence, etc., hein, bien sûr. Je vais peut-être avoir un profil qui va être beaucoup plus spécifique que quelqu'un qui veut être game designer système généraliste dans le jeu vidéo. Donc peut-être qu'il y a une question de spécialisation qui est là. Il y a aussi une question de se poser aussi la question de c'est très dur. Est-ce que vraiment je veux faire du game design mon métier, ou est-ce que je veux que ça soit un outil dans un autre métier, ou alors que ça soit une passion quelque part? J'ai pas de réponse claire à cette question parce que c'est compliqué, mais c'est comme quand par exemple, on est auteur de BD, enfin on fait de la BD, on dit je vais être auteur de BD publié, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner. Et ensuite, on a la notion d'hybridation matériel numérique dans ton site de game design ou après. Je n'intègre pas directement cette notion d'hybridation physique numérique, si c'est bien ça la question, parce que j'essaye vraiment de parler de concepts généraux de game design. Donc, en fait, ils sont applicables après. C'est-à-dire que si on a, je pense, une bonne pratique du design avec une bonne connaissance de l'objet jeu et de l'objet numérique, je pense qu'on peut faire des transpositions finalement sans trop de soucis. Là, à l'heure actuelle, pour parler de mon cas, donc effectivement, je viens du jeu vidéo et j'ai bossé dans le jeu vidéo il y a longtemps, mais ça commence à faire presque dizaine d'années. Typiquement, le fait d'utiliser du numérique, je me posais les mêmes questions que je me pose pour la création de mon jeu physique, en me disant pourquoi est-ce que je voudrais faire du numérique, à quelle fin, comment est-ce que je vais l'intégrer, etc. Donc, c'est intégré dans la démarche quelque part. Après, moi, j'ai animé des formations game design de jeux vidéo dans des écoles, donc c'est quelque chose que je peux intégrer si je fais une formation sur mesure, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne veux pas non plus faire de ce webinaire une immense page de pub. Mais disons que c'est possible en tant que tel si c'est pensé et qu'il y a un besoin spécifique. Et dernière question pour l'instant, est-ce que le jeu de Battle de Sonnet Web? Malheureusement non, parce que j'avais commencé le jeu il y a assez longtemps, en 2012. Wow. Et que je voulais à l'époque justement le faire éditer, mais que j'ai changé d'avis au fur et à mesure parce qu'il y avait des complexités, parce que j'avais un parti pris assez spécifique avec ce jeu où justement j'étais dans une dissonance par rapport à cette notion de créativité. Je voulais exprimer quelque chose avec le jeu. Donc, je voulais vraiment créer un jeu parce que là, pour le coup, ça m'amusait. Donc, c'était une logique de création, pas tant de design. Et il aurait fallu que j'applique un concept de design dans mon jeu que j'ai créé créativement, ce que je veux dire, pour me dire comment est-ce que je fais justement pour que le jeu il crée cette expérience, il réponde à des usages précis, à une cible, et comment est-ce que je peux faire pour qu'il parle à des éditeurs de jeux de société. Et ça, en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit que c'était pas mon souhait parce que je voulais que ma création de jeux de société, je fais des jeux aussi pour moi de temps en temps, des petits jeux satiriques que je mets sur des pages diverses et variées une fois. J'ai envie que ça reste quelque part mon expression créative. Et donc, j'ai renoncé en fait à ce volet-là. Donc, malheureusement, Sauna Peli, de son nom, n'est pas trouvable, à part dans mes archives personnelles. Donc voilà, j'en suis désolé. Mais peut-être un jour, pourquoi pas. Yes. On est au bout des questions, à peu près. Je regarde s'il y en a un qui arrive aussi ou pas. Déjà, merci, c'est costaud. Il y a un webinaire suivant, c'est ça, où on va parler de Serious Game, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est Là, j'ai parlé de game design en général, vraiment de la technique de conception de création d'un jeu. Et cette technique de conception, elle va s'appliquer à de la création de tout type de jeu, dont du serious game, qu'on va essayer de définir un petit peu ensemble. Voilà. Et donc, si vous avez réussi à vous inscrire aujourd'hui, c'est sur le même groupe Meetup que la dernière fois. Je vais mettre le lien aussi s'il y en a qui veulent rejoindre la communauté. On a un Slack s'il y en a qui veulent poursuivre les discussions. Aurélien est aussi dedans. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le taguer aussi potentiellement s'il y a des choses qui vous viennent après. Je pense que
Voilà, bah, en tout cas, merci. Je pense que c'était riche. Merci à toutes et tous aussi d'avoir participé. Moi, je trouve que c'est un sujet hyper vaste, le game design aussi, et puis qui connecte avec plein de sujets des gens ici. Donc, c'est chouette. Où est-ce qu'on te retrouve aussi, Aurélien, si les gens veulent te suivre Alors, bah, il y a une chaîne, il y a ma chaîne YouTube, j'ai des questions, comme vous l'aurez vu, donc je vous invite à aller la voir. Donc, il y aura des vidéos qui seront postées je vous dis, en mars, avril, mai, qui sait. Et sinon, je suis assez actif sur LinkedIn, donc vous pouvez juste me suivre, hein, Aurélien François Fidali, où je vais essayer enfin, j'essaye depuis quelques temps de créer du contenu sur le game design pour essayer de partager des choses que je fais, et essayer de transmettre d'autres ressources qui viennent de sortir ou des choses comme ça. Et puis tous les vendredis, c'est une technique qui est très complexe, mais j'essaye d'y tenir. J'essaye de poster un jeu à portée environnementale, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vais passer à la fresque du climat là dans les jeux et j'essaye de présenter bah, voilà, un jeu par semaine. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais je vous invite à voir si ça vous intéresse un petit Yes, plein de choses à faire. Bah écoute, merci. Et puis bah, je pense on n'a plus de questions, on a plein de merci, plein de gens qui ont l'air ravis et qui ont l'air envie de parler de game design, de peut-être s'améliorer, peut-être de faire des jeux aussi, hein. Ça peut être cool de faire des jeux. peu. Euh, Et voilà. Et ben écoute, merci. Je vais couper l'enregistrement déjà. Et puis Merci à vous tous. souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Bye.